C'est parti pour Perfect Actu de ce mercredi 13 septembre. Tous les plaisirs est pour moi de vous présenter cette émission et de vous savoir très nombreux à suivre ces moments d'échange axés autour du décryptage de grandes questions d'actualité. On va aujourd'hui faire le point sur l'évacuation du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Escadela, dans un centre hospitalier de la place en raison des soins appropriés. Ses avocats alertaient depuis très longtemps qu'il était souffrant, mais malheureusement, il avait été empêché de recevoir des soins. Et cette fois, la justice a accédé enfin à la demande de ses avocats. Salomon Escadela n'est donc plus à la prison militaire d'Endolo et il est dans un centre hospitalier de la place dont le nom n'est pas encore communiqué. L'actualité, c'est aussi la condamnation de Jean-Marc Kabound à 7 ans de prison. La sentence est tombée, c'est même mercredi 13 septembre. Jean-Marc Kabound va donc rester à Makala pendant 7 ans. Il a été poursuivi notamment pour offense au chef de l'État, outrage au gouvernement et au Parlement, mais aussi propagation des faux bruits. Est-ce qu'il va bénéficier aussi du miracle Vital Kamerhe qui est passé de 20 ans à 13 ans, puis à l'acquittement définitif? On suit de près ces dossiers. Moïse Katumbi est arrivé ce mercredi 13 septembre sous une forte pluie à Kikwit. Il venait de Mbandaka où il a séjourné pendant près de 4 jours. Il poursuit la tournée de la redynamisation de son parti politique Ensemble pour la République à l'approche des élections. Voilà donc les 3 principaux points qui vont constituer le menu de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux un journaliste, candidat député national à la circonscription électorale de Lukunga. Il s'appelle Patrick Lokala Lokola. Bienvenue, cher Patrick. Merci. Comment allez-vous? Bon, je vais toujours mal. Qu'est-ce qu'il y a Toujours encore? mal parce que la guerre n'a pas pris fin. L'agression dont mon pays est victime continue toujours à faire beaucoup de victimes dans la partie Est. On venait de perdre beaucoup de compatriotes dans le massacre de Ouazalendo. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que la vérité ne sera pas connue, tout comme pour le cas de Chéribé Okende. Donc, le Congo est un pays qui vit dans un deuil perpétuel. Dans cet état de choses, en ma qualité de nationaliste et de patriote, je ne peux pas avoir la fierté de vous dire que je me porte bien. Très bien, je le disais à l'entame de cette émission que vous êtes désormais candidat à la députation nationale au niveau de la circonscription électorale de Lukunga. Alors pour certains, vous avez pris la position d'un journaliste très radical vis-à-vis du régime parce que vous voulez faire comme tous ces anciens députés qui ont profité du micro, qui ont profité de leur plateau pour se faire une santé politique qui est entrée au Palais du Peuple pour siéger comme député national. Vous êtes sur le même schéma qu'Eliezer Ntambwe, Papa Molière, Ndeko Basile par le passé. Qu'est-ce qui va faire la différence cette fois entre Patrick Lokala et tous ces anciens journalistes qui ont critiqué sévèrement le régime, mais une fois aux affaires, et ils ont fait piètre figure? Cette analyse, elle est d'abord biaisée. Dès le départ, il faut le souligner. Elle est biaisée dans la mesure où elle n'est pas complète. Ok. J'aurais été contrarié si l'analyse était complète et qu'elle était à ma défaveur. Pourquoi les gens ont tendance à faire la promotion du mal, ne faire que la promotion du mal, alors que juste à côté, il y a le bien qu'il faut promouvoir. Je comprends la désolation de certains compatriotes qui considèrent que, avec raison d'ailleurs, que certains anciens confrères ont échoué dans leur mission de parlementaire. Ils ont raison, mais ils n'ont pas aussi raison de penser qu'il n'y a pas de journalistes qui ont fait mieux. Je vous citerai ici le cas de Mike Mukeba Nkosso, dont on ne parlait pas assez. Exactement. Lorsqu'il faut évoquer les contre-exemples comme pour nous mettre dos au mur. Prenez aussi le soin de citer Mike Mukebai lorsque vous citez ceux qui ont échoué. Quand vous dites par exemple que tel ou tel autre a échoué, dites aussi que Mike Mukebai, journaliste aussi, a réussi en tant que parlementaire. Il a, avec son énergie, fait des choses au niveau de l'APK, Assemblée provinciale de Kinshasa. Il n'a jamais été écouté, il a été insulté, mais c'est là qui l'ont insulté, lui ont donné raison, par le simple fait qu'ils ont reconnu que la ville était très mal gérée. Ils ont reconnu que l'APK était devenu un organe accompagnateur de la vision du gouverneur. Aujourd'hui, Mike Mukebai a raison sur toute la ligne.
Alors j'aimerais aussi que quand vous citez le mauvais exemple, citez aussi les contre-exemples. Il est minoritaire, malheureusement. Et je m'inscrirai dans la voie de Mike Moukiba Nkosso. Très bien. Pour faire des choses et changer un peu cette image mauvaise qu'on veut nous coller dans la peau. J'ajouterai un autre argument pour détruire cet argument de journalistes qui ont échoué. D'abord, on n'a pas profité du micro. Le fait que nous faisons bien notre travail, cela fait que nous ayons l'admiration du public. Et quand le public a besoin de vous envoyer quelque part pour faire mieux, vous n'allez pas refuser. Pourquoi aussi vous ne citez pas l'exemple de Patrice Emery Lumumba, qui fut un journaliste? Il s'est sacrifié, il a sacrifié sa jeunesse, et avec les pères de l'indépendance, il a réussi par obtenir l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Très bien. N'était-il pas un journaliste? Alors arrêtez, cher Hervé, de ne citer que de mauvais exemples. Lorsque vous citerez les mauvais exemples, prenez soin de citer Mike Moukiba Nkosso. Très bien. Prenez le soin de citer Patrice Emery Lumumba. Et moi, je m'inscrirai sur les traces de ces deux géants. Très bien. On va parler actualité. Salomon Escadé, là, on craignait tous pour son état de santé. Et aux dernières nouvelles, il est évacué dans un centre hospitalier pour des soins de santé. Alors pourquoi avoir attendu longtemps pour évacuer quelqu'un dont les examens avaient déjà certifié qu'il était souffrant? Est-ce qu'on voulait juger un mort? C'était quoi le plan derrière cette détention de Salomon en dépit de son état de santé qui était très alarmant? J'ai toujours avancé, soutenu la thèse de non-État, que la RDC aujourd'hui ne ressemble pas à un État, où les lois du pays sont respectées, où les lois du pays garantissent le droit des uns et des autres. Nous avons comme l'impression que nous vivons dans un État, dans un pays où les droits de ceux qui ont le pouvoir sont scrupuleusement respectés. A contrario, les droits de ceux qui n'ont pas le pouvoir sont marginalisés, ne sont pas respectés. C'est le cas de Salomon Escadila, qui, en tant que détenu d'abord, ici je ne reviens pas sur les conditions de détention, les conditions de son arrestation, nous sommes sur un cas de maladie. Exact. Même si je sais qu'il a été arrêté dans les conditions les plus irrégulières qui puissent exister. Même si je sais que sa détention ne ressemble pas à une détention irrégulière. C'est comme une détention arbitraire. Par rapport à sa santé, ce n'est pas le fait que Salomon est devenu détenu qui n'a pas de droit. Oui, j'ai comme l'impression qu'on ne parle que de Salomon. Parlons un peu de tous les détenus. Exact. Et dans tous les détenus, il y a Salomon Escadila. Le fait que l'État congolais, à travers sa justice, arrête quelqu'un, ses droits ne s'arrêtent pas. En tant qu'humain, en tant que détenu, en tant que prisonnier, les prisonniers ont aussi droit à la vie. Et à partir du moment où un détenu tombe malade, je cite le cas de Salomon Escadila, l'État, en principe, devrait prendre soin de sa situation, comme il prendrait le soin de tous les compatriotes qui souvent tombent malades pendant le moment de détention. Parce que c'est un droit, je parle ici d'un droit. Un droit, c'est quelque chose qu'une personne jouit pleinement. Ne pas le faire signifie violer les droits de quelqu'un. Et, malheureusement, ce genre de pratiques ne peuvent être vécues que dans un pays non-État. Dans un pays où l'État est défaillant. Dans un pays où les lois de l'État ne sont plus au-dessus de tout le monde. Dans un pays où la balance de la justice est devenue déséquilibrée. Et malheureusement, c'est le cas pour nous au Congo, où on arrête quelqu'un, il tombe malade, on ne veut pas le laisser aller se faire soigner. C'est un cas de violation de droits d'un détenu. Et dans un État normal, je parle d'un État normal, ces pratiques ne peuvent pas exister. Si ces pratiques existent, cher Hervé Itoma, c'est parce qu'aujourd'hui, la RDC ressemble à une sorte d'anarchie. La RDC ressemble à une sorte de jungle. La RDC ressemble à une sorte d'un pays non-État. Dans une anarchie, dans une jungle, dans un non-État, les humeurs, les émotions, les sentiments de ceux qui dirigent font office de la loi.
La justice fonctionne dans le sens de respecter les humeurs, les émotions, les sentiments de ceux qui ont le pouvoir. C'est comme ça que tu as vu, malgré le fait qu'il a été clairement prouvé par le médecin de Salomon Escadila, par le médecin de la prison d'Endolo, les médecins légistes de la DEMIAP. Aussi, mais médecins de la DEMIAP, sans oublier ceux du camp Kokolo. C'est qui ont fait que leurs humains, examen et contre-examen, face au fils de loi, ont refusé de laisser Salomon aller se faire soigner. Et s'il avait perdu sa vie? Oui, mais c'est ça, le drame. Malheureusement, il n'a pas perdu sa vie. C'est ça le drame. Et je ne voudrais pas ici que l'on fasse des déférences et que l'on fasse des remerciements comme si le droit de quelqu'un était devenu négociable. Le droit, il est garanti par la loi, il doit être respecté. Ici, Salomon est rentré dans ce droit, ce n'est pas parce que c'est un individu qui a décidé, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un, à partir de je ne sais quel bureau, a décidé. C'est son droit le plus légitime. Et cela doit être ainsi pour Salomon Escadila et pour monsieur tout le monde. Ne pas le faire signifie que nous avons quitté la route d'un état de droit pour aller dans une route d'un état de jungle, état d'anarchie, état non-état, où règnent les émotions, les sentiments des gens qui font office de loi. Donc ici, de la même manière, ils sont revenus à la raison pour comprendre que Salomon devrait être dans un centre hospitalier pour bénéficier de soins appropriés. De la même manière, ils doivent comprendre aussi que Salomon est innocent, il est victime d'un acharnement politique, il est victime d'un montage grossier d'une affaire qui n'en est pas une, et à partir de ce moment, il va falloir procéder tout simplement à la libération sans condition de M. Salomon Escadila. Parce que les faits mis en sa charge ne sont pas des faits réellement commis par l'intéressé. Comme il n'est pas l'auteur des faits qu'on lui reproche, sa place n'est pas en prison. Très bien. Sa place, c'est chez lui, sa place, c'est dans son bureau, sa place, c'est dans son parti, sa place, c'est au niveau de la scène politique. Il faut que ces pratiques cessent, cher Réveillé Thomas. Je l'ai toujours appelé, le régime actuel, le régime IDPS s'est battu pendant plusieurs années pour que nous ayons un état de droit. Nous en avons. Au sein duquel il y a primauté de loi, au sein duquel les lois sont au-dessus de tout le monde, au sein duquel les plus forts et les plus faibles bénéficient de la même manière des avantages que la loi donne à chaque concitoyen. L'IDPS au pouvoir aujourd'hui, les mêmes pratiques combattues hier par l'IDPS ressurgissent. Est-ce que nous pouvons ici dire que le combat de l'IDPS n'était pas le combat du changement du Congo, que c'était un combat de positionnement personnel, c'était un combat d'enrichissement, c'était un combat de haute que je m'y mette? Nous ne sommes pas encore à cette conclusion, mais nous avons comme l'impression que la voie que l'UDPS a adoptée est celle qui va amener le pays vers une dérive dictatoriale. Très bien. Alors pour certains observateurs, le fait pour la justice d'accepter cette fois d'évacuer Salomon dans un centre hospitalier pour des soins de santé prouve à suffisance qu'au niveau du ministère public, on n'a pas encore réuni toujours les éléments de preuve pour clouer Salomon Escadila. Parce qu'il faut rappeler ici que le procès doit reprendre, je crois, le 18 septembre. Alors on décide d'évacuer Salomon à 5 jours de la reprise du procès. Pour certains observateurs, il n'y a donc toujours pas des éléments de preuve qui sont réunis pour clouer Salomon Escadila. Est-ce que vous partagez cette analyse? Je ne tombe pas dans les supputations pour dire comme s'il y aurait. Je suppiterais si j'avais des éléments et que je ne vais pas donner mes sources. Très bien. Mais ici, nous sommes dans une situation où les droits de notre compatriote Salomon Escadila ont été violés. Son droit d'avoir accès à des soins de santé de qualité ont été violés par la justice. La justice vient de se ressaisir en le laissant aller se faire soigner. C'est un fait que nous comprenons. C'est un fait que nous acceptons, qui n'est pas un cadeau. La justice n'avait pas fait un cadeau à Salomon Escadila. La justice est revenue tout simplement pour respecter ce qui est droit.
ce qui est justice. Parce que cette même justice avait bafoué les droits de Salomon. C'est comme ça que je vous dis. Même c'est là qui nous juge, ceux qui nous convoquent, ceux qui organisent des procès, ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ils n'ont pas le pouvoir de marcher sur une virgule de la loi. Nous sommes tous soumis à la rigueur de la loi. Ce n'est pas parce que vous avez le pouvoir, la compétence de juger un compatriote que vous avez la compétence de marcher sur ce droit comme on l'a fait avec Salomon Escadila. Aujourd'hui que ces droits sont respectés, nous nous attenons à cette réalité. Mais nous savons aussi ce qui est sûr et certain. De la même manière, je l'ai dit tout à l'heure, de la même manière qu'ils sont revenus à la raison pour comprendre que ces droits ont été violés par le fait qu'ils ont refusé volontairement de les laisser aller se faire soigner, je souhaite qu'ils comprennent aussi qu'ils ont participé à un montage politique grossier pour faire arrêter Salomon Escadila. La justice serait qu'ils comprennent aussi que sa place n'est pas en prison ou dans un hôpital où il serait surveillé parce qu'il est détenu politique. Sa place, c'est en dehors parce qu'il est innocent. Et Salomon représente quel? Nous nous battons pour cet État-là. Très bien. Nous nous battons pour un État qui ne serait pas là en train de monter des dossiers judiciaires contre les opposants, contre les journalistes, contre les leaders de la société civile. Nous voulons un État où, lorsqu'un compatriote est accusé de quelque chose, que la justice de l'État puisse aussi se soucier de l'innocence de ses concitoyens. Les principes selon lesquels on instruit à charge et à décharge n'existent presque plus. Nous avons comme l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une artère politique qui se trouve derrière les barreaux, nous avons comme l'impression que la justice ne tient qu'à la condamnation. C'est ça l'impression que nous avons. Or, la justice dans ses missions devrait aussi tenir à l'acquittement de ses concitoyens, au cas où les faits portés contre eux sont faux. Il en va de l'image de la justice. Il ne faudrait pas que nous ayons dans ce pays une justice qui ne fait que condamner, mais qui ne cherche pas aussi à laver ses propres citoyens. C'est comme ça que la balance est déséquilibrée. C'est comme ça que la justice, en réalité, aujourd'hui, ne rassure plus personne. Même pas le premier citoyen, même pas le président de la République. Personne n'est rassuré. Vous vous imaginez, on est dans un pays où le président de la République sort un matin, il dit, en lieu et place que la justice construise la nation, malheureusement, c'est celle-ci qui est en train de détruire la nation. Si déjà au plus haut sommet de l'État, on s'est rendu compte des défaillances qui se trouvent dans les systèmes judiciaires, pensez-vous que les décisions qui seront prises au niveau des instances judiciaires vont rassurer la population, surtout lorsqu'il s'agit des opposants qui n'ont rien fait, pour le cas de Salomon Escadila? Alors il faudrait que nous quittions non seulement l'État de chercher à condamner, mais que nous arrivions à un État où on cherche à décharger aussi. Que nous arrivions à un État où tout le monde est en réalité sous la rigueur de la loi. Et ceux qui sont incriminés et ceux qui sont censés rendre les arrêts, les décisions judiciaires. C'est cet État-là pour lequel nous nous battons. C'est cet État-là qui se trouve dans la loi fondamentale. C'est pour ce même État que l'UDPS s'était battu plus de 30 ans durant. C'est comme ça que je Ils ont tenu le même discours que vous. Non, mais ils ont proposé des merveilles, mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le même parcours. On vit le contraire. Malheureusement, on n'a pas le même parcours. L'UDPS a berné beaucoup de gens. L'UDPS était dans le mensonge. L'UDPS n'était jamais dans la vérité. Vous n'avez qu'à voir comment ils ont géré les partis. Vous n'avez qu'à voir comment ils ont géré leur propre parti. De la création jusqu'à ce jour. Le parti est bien géré. Si déjà le parti est mal géré, pensez-vous que si vous donnez le pays, le Grand Congo, à un groupe de gens qui ont mal géré leur parti, vous pensez qu'il y aura une magie qui viendrait pour faire en sorte que le pays soit bien géré? Très bien. On reste toujours dans les volets judiciaires pour parler cette fois-ci de la condamnation de Jean-Marc Abounda à 7 ans de servitude pénale. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale était poursuivi notamment pour offense au chef de l'État
outrage au Parlement et au gouvernement, propagation des faux bruits, et il a écopé de 7 ans de prison. Est-ce que vous pensez, comme Claudel Loubaya, que c'est une condamnation ou une décision de la justice disproportionnée au regard de ce que Jean-Marc Abound aurait commis comme infraction? Vous pensez que le tribunal ou la justice a rendu le vrai droit? Vous savez, cher Hervé Thomas, qu'est-ce que Kabound a fait? Il faut que nous rappelions certains faits qui ont fait que Kabound soit aux arrêts et qu'aujourd'hui il soit condamné à 7 ans de prison. Il a organisé un point de presse au lendemain de son départ du parti présidentiel. Les problèmes commençaient là. Les problèmes commençaient là. Le jour où il quitte l'UDPS, il crée un parti, il fait un point de presse pour dénoncer la mégestion du parti au pouvoir, la gabegie financière, les népotismes, les copinages, les régionalismes, les tribalismes, l'incompétence notoire, l'absence de vision, l'inexistence d'un leadership fort et éclairé, la fuite des capitaux, des espèces sonnantes qui quittent le pays par des jets privés pour être logés dans des paradis fiscaux. Voilà ce qu'il a dit. En gros, nous appelons ça une communication politique. Et pour la justice, c'est une propagation des faux bruits. Nous appelons ça une communication politique. La même communication politique a déjà été faite à l'époque par le président, le feu président, Étienne Tshisekedi Ouamulumba. L'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait tenu les mêmes discours, bien pire que ça, à l'époque où ils furent à l'opposition. Ont-ils été arrêtés pour avoir tenu des discours aussi durs que celui de Kabound? Ni Tshisekedi père, ni Tshisekedi fils, encore moins lui-même Kabound, quand ils furent à l'opposition, personne n'a été arrêté. Pourquoi? Parce que c'était légitime pour eux. Pourquoi? Parce que c'était dans le cadre du combat politique, dans le cadre d'une communication politique. L'UDPS au pouvoir aujourd'hui, l'un d'entre eux qui les quitte, qui tient le même discours que celui d'hier, on les met aux arrêts. Il a propagé des faux bruits. Ce qui révèle le caractère politique du dossier, c'est que à chaque fois qu'il y a des dossiers politiques, vous voyez des infractions comme outrage au corps constitué. On parle de offense au chef de l'État. Propagation de faux bruits. Une communication politique qu'on qualifie à une propagation de faux bruits. C'est-à-dire que dans ces pays, la liberté d'expression, il faut oublier. On ne peut plus s'exprimer. On parle d'offense au chef de l'État. Cette loi a été créée quand? Sous la dictature. Cette même loi qu'on venait d'appliquer sur Kabound a été créée sous la dictature et l'UDPS s'était farouchement opposé à cette loi qui consacrait d'ailleurs l'autoritarisme, qui consacrait d'ailleurs la sacralité de l'autorité suprême qui ne pouvait pas être critiquée par l'opposition. On cherche à durcir même une loi qui a été contre cette infraction conçue pour la répression des opposants politiques, dans le but d'épargner les chefs de l'État des critiques. C'est une loi pareille, une loi antidémocratique qu'on vient appliquer dans un système démocratique. Et qui applique cette loi? Les mêmes personnes qui s'étaient opposées à la dite loi. Ce sont des infractions politiques. Et lorsque Claudel Loubaya a dit que c'est disproportionnel, c'est vrai. Lorsque vous voyez le caractère de ces infractions et la peine qu'on donne à Kabound, il n'y a pas copie. Donc c'est une affaire politique, c'est un montage grossier contre un candidat président déclaré, contre un opposant. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi dans ce pays? Qu'il n'y ait plus d'opposants? Qu'il n'y ait plus de journalistes qui critiquent? Katumbi a connu pas mal de problèmes ici. Salomon Escadé l'a été aux arrêts. Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il violé? Mike Mukebai est aux arrêts. Qu'est-ce qu'il a fait? Au nom de ses opinions politiques. Qui, Palamoto, venait d'être enlevé, on ne sait même pas où il se trouve. Au nom de quoi? Ses opinions politiques. Barnabé Milingano purge encore sa peine. Aux arrêts, au nom des opinions politiques. Barnabé Milingano
a-t-il fait quoi au nom des opinions politiques? Si vous voulez qu'il n'y ait plus d'opposition dans ce pays, on veut de l'opposition, qu'est-ce que le chef de l'État, la loi. Qu'est-ce que le chef de l'État avait dit par rapport aux critiques émises contre un président de la République? Je ne voudrais pas, sous mon règne, qu'on arrête des concitoyens parce qu'il a critiqué le chef de l'État, parce qu'il a dit des choses contre le président de la République. Entre ce propos selon lesquels on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a critiqué le chef de l'État et la réalité des terrains où se trouve la vérité. Il faut rappeler que la justice est indépendante. C'est comme ça que ceux qui disent... Ce n'est pas le président qui gère la justice. Mais déjà que, de manière directe, déjà que le même président vous dit que dans ces pays, il n'y a pas de justice. C'est un constat. Oui, mais est-il devenu le journaliste qui fait des constats? Il est différent de vous et moi. Parce que lui a le pouvoir du peuple pour changer les choses. On n'a pas besoin d'un président qui vient constater. Vous dites constater, sans rien faire. Nous pouvons constater. Nous, d'ailleurs, nous faisons notre travail de dénoncer. Lui, ce n'est pas ça son job. Il n'a pas le job du journaliste de commencer à dénoncer les dysfonctionnements au sein de l'appareil judiciaire. Il a le job de changer les choses. De mener des réformes. Alors, comment voulez-vous, cher Réveil Thomas, que je dise qu'il y a de la justice dans ces pays lorsque lui-même dit qu'il n'y en a pas? Si déjà il n'y a pas de justice dans un pays et qu'il y a quelque chose qui ressemblerait à la justice, est-ce que vous ne pouvez pas imaginer que ceux-là qui sont contre le roi suprême fassent l'objet, par exemple, des arrestations arbitraires, fassent l'objet des arrestations brutales, fassent l'objet de certaines condamnations iniques? Nous vivons dans un système où il n'y a plus de justice. Nous sommes en pleine dictature parce qu'on a décrété l'absence de la justice dans ces pays. Alors lorsqu'on dit qu'il a outragé tel, il a outragé tel, il a outragé tel, lorsque le président de la République dit qu'au lieu que la justice construise la nation, malheureusement, cette même justice est en train de détruire la nation. N'a-t-il pas commis l'outrage à la magistrature? N'a-t-il pas outragé la magistrature? En tant qu'homme d'État, pouvait-il, à son niveau, dire que c'est notre justice qui détruit la nation? Vous imaginez les conséquences de cette déclaration? Alors, si déjà on est dans un système judiciaire qui détruit la nation, comment voulez-vous que Salomon Escadila puisse bénéficier d'une décision juste? Comment voulez-vous que Kabunda puisse bénéficier d'une décision juste dans un pays où c'est la justice qui détruit la nation? Comment voulez-vous que Barnabé Milingano bénéficie d'une décision juste dans un pays où la justice détruit la nation? Comment voulez-vous que Mike Mkebaï puisse bénéficier d'une décision juste dans un pays où la justice détruit la nation, comme l'a dit le chef de l'État? Comment voulez-vous que Kabound bénéficie d'une décision juste dans un pays où le président a déclaré que c'est la justice qui détruit la nation? Et comme il n'y a pas de justice dans un État, c'est la justice qui sait réguler la société, limiter les libertés des uns et des autres, garantir les droits des uns et des autres. Mais comme il n'y a plus de justice, nous sommes où? Nous sommes dans une jungle. Le Congo, c'est une anarchie, avec des institutions, des semblants d'institutions. C'est une anarchie. C'est un non-État. Comment pouvez-vous dire ça? Mais alors, quand on vous dit qu'il n'y a pas de justice, on a des institutions mais comment voulez-vous? Mais quand on vous dit qu'il n'y a pas de justice, vous voulez que je dise quoi? Non, mais c'est le magistrat suprême qui constate mais il n'a pas à constater. Il décide de s'exprimer de manière sincère. Mais cher Réveil Thomas, lui, il a constaté. Mais nous, il faut que nous, on se taise, qu'on n'analyse pas. Lui a le droit de constater qu'il n'y a pas de justice. Il a le droit de dire que c'est la justice qui détruit la nation. Mais lorsque nous disons que cette même justice qui détruit la nation a créé des victimes, comme Salomon Escadila, comme Kabound, comme Barnabé, comme Mike Mukebaï, et là vous dites qu'il faut que nous nous taisions. Et comme il y a des victimes, la loi n'existe plus, la balance n'est plus équilibrée. On est où? On est où? Lorsque cet élément-là qui construit n'existe plus, la société devrait ressembler à quoi?
lorsque la justice n'existe plus, lorsque la justice détruit, celle qui devrait construire, détruit la nation, comme l'a dit le chef de l'État, vous voulez que la société au sein de laquelle la justice détruit la nation ressemble à quoi? Si vous n'avez pas la réponse, je vous dis que la société congolaise ressemble à une jungle, ressemble à un non-État. Très bien. Ressemble à une anarchie où les sentiments, les émotions du plus fort font office de loi, malheureusement. C'est comme ça que vous voyez, on vient un matin, on arrête Peter Tiani. C'est comme ça que vous voyez, on vient un matin, on déploie tous les services. On arrête Stani Boujakira. Un matin, on émet des avis de recherche contre un citoyen qui circule normalement. Et c'est comme ça. Parce qu'il y a une force qui s'estime être au-dessus de la loi, qui décide de quelque part et qui donne l'impulsion. Et si on ne change pas, à qui profitent les crimes? Si le président Tshisekedi dit que c'est la justice qui détruit la nation, au lieu de la construire, alors que lui a la responsabilité de la réformer, de la changer, et qu'il ne le fait pas, c'est-à-dire qu'il profite de cet état de choses pour nuire aux opposants, nuire aux journalistes, nuire à la société. À ce moment-là, l'État n'existe plus. Qu'est-ce qui rassure l'opinion qui nous suit en ces moments qu'une fois au pouvoir, Patrick Lokala va peut-être essayer d'échanger à sa manière des choses? Oui, mais écoutez, moi je suis un nationaliste. Je suis un patriote. Je porte ces idées depuis bientôt 10 ans que je n'ai pas changé. J'ai fait le même combat quand Kabila était au pouvoir. J'ai fait le même combat aujourd'hui quand Tshisekedi est au pouvoir. Et vous ne savez pas à quel point je souffre énormément. Je ne vis pas comme tout jeune Congolais, déjà. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai accepté de sacrifier une grande partie de ma vie au nom de ma société, je ne vois pas comment je pourrais ne pas appliquer ce que j'ai dit une fois que nous avons la possibilité de changer l'État. Le peuple doit espérer. Le peuple a besoin de nous attendre. Le peuple croit en nous et devrait toujours continuer à croire en nous parce que si nous ne sommes plus là, ce peuple sera désespéré. C'est comme ça que nous faisons notre travail. C'est le même discours qui a été tenu hier. Pardon? C'est le même discours qui a été tenu hier par d'autres journalistes aussi. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ah bon, vous revenez sur le même exemple. Ben oui. Mike qui va être en prison, mais tout le monde lui donne raison par rapport à la situation de la vie de Kinshasa. N'a-t-il pas été journaliste comme moi? Il est minoritaire. Non, mais le problème n'est pas d'être minoritaire. Vous voyez, cher Réveil Thomas, le mal. Soit je vous donne encore les cas de l'île de Pesse, je vais vous donner qui un nous exemple. a chanté l'état de droit. Je crois que je dois un peu philosopher pour que les gens comprennent, pour que les gens ne disent pas que vous m'avez emballé par rapport à cette question. Vous voyez, cher Réveil Thomas, le mal, il reste toujours le mal, même s'il n'y a personne qui dénonce. Vous voyez? Alors si déjà il y a déjà quelqu'un, ou 2 ou 3, vous pensez que ces gens ne peuvent pas inverser la tendance? Je vais vous demander de lire toutes les formes de révolution à travers le monde. La révolution a toujours commencé par 1, 2, 3 personnes. Et puis après un moment, la masse adhère. Estimez-vous heureux d'avoir des gens comme des Mukibai, comme des Peter Tiani, comme des Yves Bouya, comme des Patrick Lukala, comme des Louis-Francis Kouzikissa, qui disent non à l'anarchie, qui disent non à un État non-État, qui disent non à la jungle, qui disent non à toutes les formes de choses, qui disent non à ce groupuscule d'individus qui entretiennent un système qui appauvrit le peuple congolais. Voilà pourquoi vous qualifiez des journalistes militants. Alors, si ça vous défendez des idéaux, des camps politiques. Si ça aide à changer la nation. Vous n'êtes pas dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Quelle éthique? Il s'agit de quelle éthique? Quelle éthique? Parlons-nous. Je vous démontre ici, par exemple, lorsque le chef de l'État vient dénoncer les dysfonctionnements, non seulement les dysfonctionnements, les défaillances du système judiciaire, alors que c'est lui qui devrait les changer. Quand je vous dis que s'il ne les change pas, il en est responsable, il est bénéficiaire de ça. C'est ça, pour vous, violer la déontologie? Dire la vérité voudrait dire violer la déontologie? Lorsque, par exemple, on colle à quelqu'un les fractions de diffamation, vous savez ce que ça dit?
lorsque vous dites quelque chose qui est vrai ou faux sur la place publique, mais qui gêne quelqu'un, il peut vous porter plainte. On vous arrête. Nous disons que cette société-là doit changer. Dans une société démocratique où la liberté d'expression est garantie, où la liberté de la presse est garantie, ces genres d'infractions ne doivent pas exister. Très bien. Cette société doit changer. Il y a un homme qui s'est dit porteur d'une vision qui va changer le Congo. Il s'appelle Moïse Katumbi. Il est arrivé, c'est mercredi 13 septembre à Kikwit, dans le Grand Bandundu, en provenance de Mbandaka, où il a passé 4 ou 5 jours en marge de sa tournée de redynamisation de son parti politique Ensemble pour la République. En quoi Moïse Katumbi peut-il être ce sauveur de la RDC? C'est une question... Ce n'est pas encore la campagne électorale. C'est une question très difficile au regard de la dimension de cet acteur politique. On ne peut pas le résumer en quelques minutes. C'est vraiment difficile de le résumer en quelques minutes. Mais je vais m'efforcer de revenir sur quelques points positifs qui peuvent, d'une certaine manière, influencer le choix du Congolais. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur sa tournée. Moïse Katumbi Chapoué n'est pas en campagne électorale. Moïse Katumbi est dans une phase très déterminante de la redynamisation de son parti politique Ensemble pour la République. Il a commencé sa tournée au niveau du Grand Katanga. Là, on voit ces images de Kikwit. Oui, où il a été toujours accueilli comme un roi. J'ai même un peu relativisé son accueil en disant que pour moi, ça me paraît normal que Moïse Katumbi ait de grandes foules au niveau du Grand Katanga. C'est pour moi, c'est une situation normale parce que c'est son fief naturel. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands leaders du Grand Katanga. Et à mon grand étonnement, je venais de voir un Katumbi très populaire en Mbandaka, loin de chez lui. Très populaire en Mbandaka. Il a sillonné quelques entités du Grand Équateur, mais partout où il est passé, il a fait du monde. Ce qui veut dire qu'il a quand même un ancrage populaire considérable. Il ne s'est pas arrêté là. Il vient d'arriver au niveau de Kikwiti, dans le Grand Bandundu, et l'accueil du Grand Bandundu est plus grand que celui du Grand Équateur. Encore une fois, Katumbi au Grand Bandundu à Kikwiti, loin de son fief naturel, mais il a prouvé de quoi il est capable. J'ai fait une réflexion par rapport à cette phase de la redynamisation du parti Ensemble pour la République, que Katumbi, dans sa stratégie, ne voulait pas venir à Kinshasa, juste déposer sa candidature à l'élection du président de la République fixée au 20 décembre 2023. Il a voulu montrer à l'opinion que la meilleure façon de préparer une élection, la meilleure façon de faire les choses avant de venir prétendre à quoi que ce soit, c'est de voir la température du terrain. Essayer de voir si on a l'adhésion populaire avant de prétendre à une responsabilité comme celle de devenir président de la République. Ce n'est pas quelque chose de formalité. Non, je viens, je dépose. Non, il faut être conséquent. Être sûr qu'avant d'aller déposer, j'ai le soutien populaire. Être sûr qu'avant d'aller déposer, je n'ai pas que les Katanga chez moi comme base. J'ai l'Équateur, loin de chez moi. J'ai le Grand Bandundu, loin de chez moi. Au moins, je peux avoir un échantillon de ma capacité de mobilisation. Je peux avoir une idée sur mon poids politique avant de prétendre être candidat. Si Moïse Katumbi avait fait fiasco au Grand Katanga, s'il avait fait fiasco au niveau du Grand Équateur, ou alors il avait fait fiasco au niveau du Grand Bandundu, je suis sûr que Moïse Katumbi se serait découragé de venir à Kinshasa déposer sa candidature. Est-ce que Moïse Parce qu'il allait être sûr d'échouer. Maintenant qu'il vient de démontrer qu'au Katanga, il n'y a pas de débat, au Grand Équateur, il n'y a pas de débat, au niveau du Grand Bandundu, il n'y a pas de débat, c'est-à-dire qu'il a un ancrage populaire conséquent. Il s'est dit, oui, un grand nombre de Congolais, c'est du Katanga, c'est de l'Équateur, et c'est du Grand Bandundu, croient en moi, je peux penser
que d'autres Congolais qui vivent dans d'autres provinces pensent la même chose. Par voie de conséquence, je viens à Kinshasa déposer ma candidature. Je crois que c'était ça la stratégie de Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, je suis sûr et certain que dans la tête de Katumbi, il n'y a plus de doute quant à sa candidature au niveau de la présidence de la République. Est-ce que Moïse Katumbi... Ça, c'est rapidement. De deux. Pourquoi les Congolais doivent faire confiance à Moïse Katumbi? Ce n'est pas encore la campagne électorale. Non, mais parce que vous avez posé la question. Le CESTAC nous suit. La question n'est pas venue de moi. Le CESTAC nous suit. Non, mais la question n'est pas venue de moi. À moins que vous ne vouliez pas que je réponde. Allez-y. Katumbi a été plus d'une fois élu député au niveau du Grand Katanga. Il a géré la province du Grand Katanga. Vous connaissez le bilan. Katumbi gère le club de football, l'un des plus populaires d'Afrique. Vous connaissez les résultats. Katumbi est un opérateur économique et un homme d'affaires prospère. Il a réussi dans tous les secteurs de la vie. Je crois que certains Congolais peuvent penser que le fait pour Katumbi d'avoir réussi au niveau du Grand Katanga, au niveau du tout-puissant Mazembe et au niveau de ses propres affaires peut se répercuter au niveau de la gestion de l'État au plus haut sommet du pays. Très bien, on va terminer l'émission. Et que cette expérience pourrait lui servir à étudier les erreurs de ses prédécesseurs, améliorer et remettre le Congo sur un chemin qui va l'amener vers sa grandeur, vers sa prospérité, comme le souhaitaient les pères de l'indépendance. Une dernière question pour terminer cette émission. Est-ce que Moïse Katumbi a la capacité de transformer cette foule, cette masse qui le suit partout où il passe, en électeur capable de lui donner des voix pour briguer enfin la magistrature suprême? Nous ne sommes plus à ce niveau. Katumbi n'est plus à ce niveau de dire est-ce que je vais transformer cette masse? Est-ce que je vais transformer cette Il y a des gens qui viennent peut-être par curiosité voir à quoi il ressemble. Attendez. Il n'y a pas de curiosité. Le même plein quand Fayoulou descend Kisangani, il l'a fait. Mais il n'y a pas. Il y a pas a été récemment, je vais détruire cet argumentaire, cher Thomas. Au Grand Équateur, Katumbi, il a fait aussi le... Katumbi n'est pas Katumbi aujourd'hui. Si Katumbi faisait des plaintes quand il était gouverneur, on pouvait dire non, mais parce qu'il est gouverneur, parce qu'il a le pouvoir. Ça fait beaucoup d'années que Katumbi n'est plus au pouvoir. Est-ce que sa popularité a changé? Pourquoi vous revenez toujours sur les débats? C'est la curiosité. C'est la curiosité. Est-il à sa première expérience? Est-il à son premier voyage, à son premier safari? Je vous ai rappelé. Est-il à sa première tournée? Moi, j'ai eu le privilège d'accompagner Katumbi à Kisangani. Il a fait le plein. On apprend qu'il sera aussi à Kisangani. J'ai eu le privilège d'accompagner Katumbi à Goma. Il a fait le plein. J'ai eu le privilège d'accompagner Katumbi au Maniema, il a fait le plein. J'ai eu le privilège d'être avec Katumbi au niveau du Grand Katanga, il a fait le plein. Au niveau du Grand Bandundu, il a fait le plein. Alors, à quoi sert cette curiosité? Si déjà les gens l'ont vu pour la première fois, est-ce qu'ils vont-ils encore venir pour la deuxième fois le voir? Si les gens le suivent, parce qu'ils croient à quelque chose. Très bien. Non seulement qu'ils croient à quelque chose, mais qu'ils en ont aussi marre. Parce que j'ai vu la popularité de Katumbi avant 2019 et celle de Katumbi aujourd'hui est différente. Katumbi était moins populaire en 2019 quand il revenait de l'exil. Mais je constate que Katumbi est devenu plus populaire en 2023. Et je crois qu'il y a une raison. La raison pour laquelle Katumbi est devenu plus populaire c'est quoi la raison? Parce que le peuple ne s'est pas retrouvé dans la gestion de Félix Tshisekedi. Non seulement que le peuple ne s'est pas retrouvé, mais que le peuple ne voit pas de lueur d'espoir. La suite de la gouvernance de Félix Tshisekedi ne rassure plus le peuple congolais. Alors qu'en face, il y a une donne politique que Katumbi propose. Par le souci de l'espoir, le souci d'espérer quelque chose après avoir été déçu, très bien, le peuple est allé, cette fois-là, vers Moïse Katumbi. Et c'est comme ça que je comprends sa popularité qui monte du jour au jour à cause du désespoir que le régime UDPS a créé après avoir géré le pays de manière très opaque. Très bien, on a terminé cette émission. Grand merci à vous, cher Patrick Lokala. Oui, le temps nous est imparti. Prochainement, venez à temps. Oui, mais je viens toujours à temps, mais vous savez, actuellement, nous avons beaucoup de dossiers à traiter. Nous avons les dossiers Gauthier avec Fali Poupa, nous avons les dossiers Stani Boujakir avec l'État,
Et ça m'a pris beaucoup de temps. J'étais avec les amis, les Yves Bouya, les Edmond Izouba et les autres, dans plusieurs réunions pour tenter de se mettre la pression. Très bien. On libère notre confrère. Et c'est ce qui a fait que je puisse perdre un peu de temps ici, mais je n'étais pas dans les loisirs, moi. Très bien. Cette émission est terminée. Mesdames et messieurs, j'avais reçu pour vous Patrick Lokola. Il est candidat député national à la circonscription électorale de Lukunga. Nous attendons la campagne électorale pour savoir enfin son numéro des campagnes que la CENI va lui attribuer. On s'y retrouve vendredi pour un autre numéro de Perfect Actu. Au revoir.